Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je salue bien cordialement toutes celles et tous ceux qui nous écoutent présentement. Je m'appelle Michel Fleury, principal animateur du site Le Média de l'Histoire. L'émission du jour sera la troisième partie de la chronique consacrée à l'esclavage des Noirs déportés d'Afrique, transportés de force aux colonies d'Amérique. Dans le deuxième volet du documentaire, nous avions parlé des fréquentes révoltes survenues sur les négriers durant la déportation, des soulèvements dans les colonies et du commerce triangulaire. Pour mieux comprendre comment les esclavagistes sanguinaires sont arrivés à cette folie d'esclavagiser les populations africaines, il nous faut remonter un peu à l'époque des Taïnos, des Arawaks, des Siboney, les premiers habitants qui vivaient dans ces îles et régions nouvellement connues des Européens. Oui, j'ai bien dit connues et non découvertes. À l'école, on nous apprend que Cristoforo Colombo, qu'on appelle Cristobal Columbus, ou encore Christophe Colomb, a découvert l'Amérique, Haïti et les Antilles. La question est comment a-t-il pu découvrir l'Amérique puisque le continent était habité depuis des siècles par des êtres humains. Des scientifiques ont expliqué que depuis plusieurs milliers d'années, principalement durant la période glaciaire, des humains ont traversé le détroit de Bering de la Sibérie vers l'Alaska et ont continué leur périple jusqu'en Amérique du Sud et dans les Antilles. De toute façon, Christophe Colomb n'était pas le premier Européen à être parvenu en Amérique. Les Vikings étaient parvenus au Canada avec leurs dracars 500 ans avant lui. Les seules choses qui soient arrivées avec Colomb, c'est la colonisation, le génocide et l'esclavage qui a débuté. Partout où les Européens débarquaient, les Premières Nations étaient dépossédées de leurs terres, mises en esclavage et massacrées sans aucune pitié. Ceci sans compter les maladies transmissibles apportées par les nouveaux arrivants qui les décimaient puisqu'ils n'étaient pas immunisés contre ces fléaux auxquels leur système immunitaire n'offrait aucune résistance. Les conséquences en sont terribles. Dans moins de 100 ans, 90% de la population indigène avait disparu. Avec l'arrivée de Christophe Colomb en 1492, on a constaté que la fin tragique des indigènes avait commencé. Certains historiens rapportent qu'avant la conquête, plusieurs milliers de Taïnos vivaient dans les grandes Antilles, Cuba, Haïti, Jamaïque, Porto Rico. 40 ans plus tard, leur nombre était considérablement réduit à quelques milliers seulement. Ils ne résistaient pas au travail forcé dans les mines d'or et dans les plantations. Pour remplacer cette main-d'œuvre fragile, les colonisateurs européens vont mettre en place la traite des Noirs. Ils vont kidnapper et déporter vers les colonies les Africains pour les asservir, les mettre en esclavage. Disons en passant que le Vatican était non seulement d'accord, mais avait aussi autorisé l'esclavage des Africains, soutenant le fait qu'ils n'avaient pas d'âme. Rappelons toutefois que pour organiser cette expédition, les marins de l'époque n'étaient pas enthousiastes à entreprendre un tel voyage vers l'inconnu. Partir pour aller chercher une route maritime vers l'ouest qui les emmènerait jusqu'aux Indes leur paraissait pure folie. C'est ainsi que la reine Isabelle de Castille et le roi Ferdinand d'Aragon fournirent à Colomb les moyens nécessaires pour réaliser son projet. Avec des aventuriers et des prisonniers libérés sous condition de s'embarquer avec lui, Christophe Colomb partit à l'aventure le 3 août 1492 sur 3 caravelles, la Pinta, la Niña et la Santa Maria. Après quelques jours de navigation, les marins commençaient à s'impatienter et voulaient retourner à leur point de départ. Ils arrivèrent finalement le 12 octobre 1492 sur l'une des îles des Bahamas. Colomb pensait à ce moment qu'il était sur les côtes de l'Asie.
Après cette escale, il reprend la mer et arriva à Cuba le 27 octobre, puis à Haïti dans la soirée du 5 décembre et y débarqua le lendemain 6 décembre 1492. Les indigènes de l'île les ont accueillis sans méfiance aucune. Les historiens ont estimé la population de l'île entre 300 et 400 000 indigènes à l'époque. L'île avait un système de gouvernance composé de 5 cacicas ou territoires indépendants. Il y avait le Marien, la Magua, la Maguana, le Zaragua et le Higuey. À leur tête se trouvait un chef qui s'appelait un cacique. Ainsi donc, on avait Guaganagari, chef du Marien, Guarionex dirigeait la Magua, Kaonabo commandait la Maguana, Boekio était le cacique du Zaragua. La sœur de ce dernier, Anakaona, était la femme de Kaonabo, cacique de la Maguana. Le siège principal de ce cacica se trouvait à Yaguana, aujourd'hui appelé Léogane en Haïti. Le cacique du Higuey s'appelait Kayokoa. À sa mort, sa femme le succéda, se convertit au christianisme et prit le nom de Agnès Kayokoa. Après Agnès, Kotubanama devient le cacique du Higuey. C'est dans cette ambiance bien paisible et tranquille que les Espagnols débarquèrent sur l'île qui s'appelait Haïti, Quisqueya ou Boyo. Leurs premières actions étaient de changer le nom de l'île en Hispaniola. Par la suite, quand ils ont vu qu'il y avait de l'or sur l'île, ils ont commencé à mettre les indigènes en esclavage, les forçant à travailler dans les mines et dans les plantations. Étant donné que ce peuple n'avait pas coutume de travailler sous aucune forme de contrainte, additionné aux maladies apportées par les Espagnols, auxquelles leur système immunitaire n'offrait aucune résistance, les indigènes moururent en grand nombre. Ils commencèrent à se révolter face aux mauvais traitements qui leur ont été infligés par les Espagnols, les sévices corporels, les viols, etc. En Haïti, dans les cours d'histoire, les professeurs parlent très peu de l'Arena Nakaona, de Boekio, de Guacanagari, de Kaonabo, et que le bateau qui transportait en Espagne le Kaonabo avait péri au cours de la traversée. On a aussi parlé du cacique Henri sans dire grand-chose de lui non plus. L'histoire rapporte que Henri s'appelle Guaocouya et tout jeune, il avait assisté à l'assassinat des chefs taïnos par les Espagnols. C'était durant un pourparler, une réunion de la Grande Hutte, que les Espagnols y ont mis le feu et tuèrent tous les taïnos qui essayaient de s'échapper des flammes. C'est dans ces circonstances que Bartholomé de Las Casas prit Guaocouya sous sa tutelle, le baptisa et lui donna le nom de Henri. Il avait fini lui aussi par se révolter contre ses bourreaux et se réfugia dans les montagnes du Baoruco. De là, il entreprit plusieurs combats contre les Espagnols. Durant cette période, les colons commencèrent à kidnapper et à déporter les Africains comme esclaves vers les colonies. Le marronnage y a pris aussi naissance. Nombre de Marrons ont rejoint le Baoruco et ont trouvé refuge auprès de Henri. En 1522, sur l'habitation de Don Diego Colón, les esclaves africains et taïnos se révoltèrent et tuèrent tous les colons qui se trouvaient sur place et rejoignirent Henri dans le Baoruco. On pourrait ainsi dire que c'est à partir de là que le partage des connaissances et des traditions entre taïnos et africains a commencé. Ces connaissances et traditions sont toujours présentes dans la culture haïtienne, principalement dans le vaudou et ses symboles vévés. Il y a aussi nombre de pétroglyphes qu'on retrouve dans les grottes sacrées d'Haïti et qui rappellent que les taïnos étaient les premiers habitants de l'île. Ils ont laissé des connaissances imprimées dans la pierre. Un autre citoyen taïno que l'école en Haïti n'en fait pas du tout mention. Il s'agit de Achoué, un taïno d'Haïti qui se battait pour la liberté de son peuple. Il utilisait une forme de guérilla pour attaquer les Espagnols. Il allait jusqu'à Cuba combattre les Espagnols. C'est là qu'il a été capturé et condamné à être brûlé vif.
Bartholomé de Las Casas raconte que dans la coutume taïno, quand une personne meurt, elle va continuer à vivre dans un autre monde, dans un monde parallèle, tout autant qu'il y aura des vivants pour honorer sa mémoire. Petite parenthèse, le vaudouisant dit d'une personne qu'elle a traversée, mais jamais il ne dira qu'elle est morte. Pour revenir à notre histoire, les missionnaires, connaissant la coutume taïno, proposent donc à Hathoué de le baptiser afin qu'il puisse aller vivre au ciel et ainsi continuer à vivre dans l'autre monde. Taïno réfléchit et voit avec quelle rapidité le peuple taïno disparaissait de la surface de la terre et se dit, bientôt il n'y aura plus personne pour honorer ma mémoire. Il demanda aux missionnaires s'il y avait des Espagnols dans ce qu'il appelait le ciel. Les missionnaires répondirent que oui, et qu'ils y étaient très nombreux, que surtout tous ceux et celles qui étaient baptisés s'y retrouvaient. Sans réfléchir plus, Hathoué dit qu'il préfère brûler en enfer plutôt que de vivre encore avec ces chrétiens criminels et sanguinaires que sont les Espagnols dans ce soi-disant ciel. Hathoué aurait dû être un symbole pour les Haïtiens, symbole contre l'esclavage sous toutes ses formes, physique, mentale, spirituelle. Il aurait dû avoir son statut en Haïti pour symboliser la lutte contre l'esclavage sous toutes ses formes et dans tous ses états. Le combat de Hathoué doit continuer pour sortir les descendants de tous ceux qui ont été asservis, tant physiquement que spirituellement, de l'esclavage mental, religieux, spirituel dans lequel ils sont empêtrés. Ces indigènes, ces Taïnos, font aussi partie de nos ancêtres. Nous sommes les descendants des Marrons, des Taïnos, les descendants des vaillants combattants pour la liberté. C'est ainsi que sur cette terre du nom d'Haïti, Quisqueya Boyo, que les Espagnols vont appeler Hispaniola et qui deviendra plus tard la colonie de Saint-Domingue, que les négriers et colons esclavagistes vont déporter et mettre en esclavage des millions d'êtres humains kidnappés d'Afrique. Une fois arrivé dans la colonie, l'Africain qui a été kidnappé est mis en esclavage dans les plantations d'indigo, les plantations, les sucrières, les habitations sucrières, dans les champs de canne à sucre, où ils devront travailler du matin jusqu'au soir et bien souvent très tard dans la nuit, sans rémunération pour son travail. Ils étaient maltraités, battus, torturés sans pitié. Dans notre prochain épisode, nous parlerons en détail sur les maltraitances, les tortures et les misères que les colons ont fait subir à nos ancêtres qui ont été, et nous ne l'oublions pas, kidnappés d'Afrique et emmenés en esclavage. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-y un like, partagez-la avec vos amis, dans vos groupes de discussion et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche afin d'être mis au courant de nos prochaines publications. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine. Merci.